Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour le petit review hebdomadaire du chapitre de One Piece, le chapitre 1086. Dernière review One Piece parce qu'après il y a Oda part en pause pendant un mois au moins, parce qu'il va se repérer des yeux, parce qu'il souffre d'astigmatisme. Et apparemment, je sais pas, il doit pas avoir de lunettes pour régler ce problème, parce que moi-même j'ai de l'astigmatisme, mais j'ai des lunettes, du coup le problème est résolu. Donc je sais pas trop comment ça se passe, mais tant mieux, il va pouvoir prendre du repos. Je le verrai même prendre une pause un petit peu plus longue, parce que c'est bon quoi, l'action de Shueisha va pas s'effondrer parce qu'il prend 2 mois de pause en One Piece. Ménagez votre monture pour voyager loin. Donc le gars, ça fait déjà 25 ans qu'il est au taquet. Laissez-le se poser un petit peu, là. Profitez du juste un mois de pause, c'est pas assez. 2 mois, 3 mois même, c'est pas grave. On sera là au retour, il n'y a pas de souci. Hein, on était bien là pour Togashi, le gars est parti 5 ans, ou 4 ou 5 ans. On sera là pour Oda, il n'y a pas de souci. Donc qu'il prenne soin de sa santé, c'est le plus important. On veut voir la fin du manga. Le gros chien, c'est même pas pour qu'il soit en bonne santé, c'est parce qu'on veut voir la fin de One Piece. Non, qu'il soit en bonne santé. Je ne souhaite pas, parce que moi je suis un fan de Berserk à la base, hein, je ne souhaite pas que les fans de One Piece connaissent cette tristesse infinie de se dire qu'on verra jamais la véritable fin de l'auteur, tu vois. Alors je sais, il y a eu un remplacement pour Berserk, on en a parlé récemment sur la chaîne Le Chef Otaku, mais quand même. Bref, avant de commencer, auto-promo aussi, hein. Ça c'est le tome 3 d'Arena, mon webtoon / manga. En gros, c'est une compilation des épisodes du webtoon en format papier. Les 12 premiers épisodes de la saison 2, qui est elle-même actuellement en cours de diffusion sur la plateforme Ono, une plateforme de webtoon, le lien dans la description. Le tome 3 sort ce vendredi, le 16 juin, dans toutes les librairies de France et de Navarre, comme on dit. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander auprès de votre libraire préféré. Et puis, franchement, vous allez lire ça, vous m'en direz des nouvelles. La couverture est incroyable, déjà, de base. Et à la fin du tome, tu vas dire, il est où le prochain? Mais forcément, c'est obligé, je te le signe. Bref, place à la review. Oui. Alors, le chapitre 1086, où il y a pas mal de choses à dire, quand même. Bon, allez, la grosse information, c'est que nous avons enfin le nom des 5 doyens. Bon, on a juste leur nom, donc c'est plutôt intéressant, parce qu'il y a quand même ce délire. Ils ont tous plus ou moins des noms de planètes, hein. Il y en a un qui s'appelle V.Nus, machin, donc c'est Vénus, on a compris. Il y en a un qui s'appelle Jus, espace Peter. On avait déjà Saturne, on a Warcury, c'est Mercury, on avait compris, et je sais plus ce qu'il y a d'autre comme planète dans le système solaire parce que je suis un mongolien. Mais voilà, on a le délire des planètes, dans le champ lexical des planètes, bon, sachant que chaque planète, normalement, représente aussi, à la base, les noms des planètes, ça vient des dieux romains, ou des dieux grecs, mais les noms romains des dieux grecs. Donc il y a toujours ce côté rapport à la divinité dans ce délire de gouvernement mondial. Bon, on a leur nom. Bon, maintenant qu'on a leur nom, qu'est-ce qu'on va en faire avec? C'est ça la question. D'ailleurs, 25 ans pour avoir leur blaze. Hein. Je rappelle qu'ils sont arrivés, on les a vus pour la première fois un petit peu avant Skypea. Donc ouais, 20 piges avant d'avoir les blazes des bonhommes quand même. Je trouve ça très fort de chez Malaise. Mais on a leur prénom. Du coup, maintenant, ce ne sont plus juste des silhouettes. À partir de maintenant qu'ils ont un prénom, ce sont des vrais personnages. Je suis très curieux je pense qu'on va les voir de plus en plus souvent, et très curieux de voir ce que Oda va faire avec. On a la confirmation aussi de la bouche de Sabo que Imu-sama, a priori, serait un homme, parce que bon, nous on le voit toujours en silhouetté assombri, mais c'est un parti pris graphique d'Oda, j'imagine, pour nous cacher sa véritable apparence, mais que les personnages dans le manga, quand ils sont devant lui, ils le voient tel qu'il est réellement. Donc on garde le suspense, donc apparemment c'est bel et bien un homme, il y avait le doute. Certains disaient peut-être que c'était un enfant ou une enfant, bon apparemment c'est pas trop le cas, sinon il l'aurait dit, hein, le sabot. Alors ils s'étaient basés les mecs pour dire que c'était peut-être un enfant, parce que les gars s'agenouillent à côté et ils font la même taille. Mais j'ai envie de dire, dans One Piece, les gens ils font 2,50 m. Ça veut rien dire. Ça se trouve, le mec il fait 1,80 m, mais bon, le gars qui fait 2,50 m, il s'agenouille à côté, bah il fait 1,80 m du coup. Donc je comprends la théorie, hein, je la comprends. Mais quand tu prends en compte toutes les infos qu'on a dans One Piece et que t'as des mecs qui font 3,80 m, tu te dis, bah ça veut rien dire. En fait.
Ouais, je suis parti en sucette là, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui. On nous explique aussi comment Sabo a échappé à la destruction du royaume de Rorussia, si je me souviens bien du nom. On nous explique aussi comment Vivi et Wapol ont réussi à s'échapper du château de Pangée. Voilà, ils se sont mis dans les cales des vaisseaux, hein, tout simplement. Truc qu'on voit jamais dans One Piece. En fait, il y a des cales dans les bateaux. Ah bah oui, c'est vrai, tiens. D'habitude, tu vois toujours les pirates sur le pont en mode et là, en fait, il y a des cales dans les bateaux. Ouais. Donc du coup, ils sont dans les cales des bateaux. Ils ont aussi, bon, ils sont pas terribles les keufs, hein, parce qu'ils auraient pu fouiller la marine. Moi, le premier truc, tu sais, il y a des fuyards. Bon, a priori, ils ont pas ébruité l'incident, mais sauf pour Sabo, ils savent que les révolutionnaires ont attaqué. Bon, on fouille tous les cales des bateaux, normalement, bah apparemment, ils ont pas fait ça, donc ils sont juste baladés avec des affiches. Dis donc, vous l'avez pas vu? Super efficace, les mecs. Sachant qu'apparemment, ils sont capables, il y en a, ils sont capables de faire la voix de toute chose ou je sais pas quoi, là, ils sont censés sentir le ki des gens, ils auraient peut-être pu le repérer, bon, je sais pas, là, je brode, peut-être que je dis des bêtises, mais bon, enfin bref, ils ont pas été très consciencieux sur la recherche, mais quelque part, peut-être aussi que ça les servait, parce que du coup, ils ont pu mettre le meurtre de Cobra sur le dos de Sabo. Et là, il y a un truc qui est très intéressant dans le qu'est-ce que ça raconte, c'est que Sabo se pointe sur l'île de Rorussia, donc les dirigeants se font capturer, et Sabo, pour avoir buté un des rois, se retrouve comment on dit, encensé par les habitants de Rorussia qui font une espèce de révolte populaire. Ils disent ouais, c'est le héros de la révolution, et du coup ça a inspiré de la révolution, et Sabo a voulu se dédouaner en disant non, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et quand il a voulu leur expliquer, il a vu qu'ils étaient tellement fougueux, leur esprit révolutionnaire était tellement animé, qu'il s'est dit bah non, je vais leur mentir. Et là du coup t'as un cas de conscience normalement, parce que les révolutionnaires se battent pourquoi a priori? Pourquoi les révolutionnaires essayent de découvrir ce qui s'est passé le siècle oublié et tout ça? Si j'ai bien compris, c'est ça qu'ils cherchent, hein. Les révolutionnaires. Non seulement de faire tomber le gouvernement mondial, mais ils cherchent aussi à avoir la vérité sur ce fameux siècle oublié. Hein, on l'avait vu à l'époque, quand il y a quelques chapitres de ça, quand on avait vu Dragon plus jeune qui était avec Vegapunk sur les ruines de l'île de Ohara. Ils parlaient déjà de ce truc-là, donc ça fait partie de leur... Ils cherchent ce délire de siècle oublié pour révéler la vérité, pour faire tomber le gouvernement mondial. Donc, les révolutionnaires sont habités par normalement, sont habités par la volonté de dire la vérité, mais il se trouve qu'ils sont obligés de mentir pour que les gens, pour galvaniser les gens et qu'ils se rallient à leur cause. Donc du coup, il va y avoir à un moment donné certainement un dilemme. Est-ce qu'on est mieux que le gouvernement mondial parce qu'on utilise la même méthode qu'eux finalement? C'est pas terrible, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. L'autre chose intéressante, c'est qu'on a enfin un début d'explication sur comment a été détruit le royaume de Rorussia. J'espère encore une fois que je me tape pas lente et que je me trompe pas de prénom, j'ai lu le chapitre il y a 5 minutes. Normalement, je me trompe pas le nom du royaume. Alors, a priori, ils ont sorti je voudrais... Alors, il y a Imsama qui parle au Gorosei et qui fait « Je voudrais tester Mother Flame ». Qu'est-ce que c'est Mother Flame? On sait pas trop. A priori, c'est une arme. Sabo parle d'une grosse masse sombre qui s'est déplacée au-dessus de l'île et qui l'a annihilée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Mother Flame? Et là, j'ai trouvé la scène très cool parce qu'il y a Ivanko et Dragon qui sont en train de faire des théories One Piece dans One Piece. Là, c'était totalement méta, c'était incroyable. Ils auraient sorti la phrase foreshadowing de génie, c'était fini. J'étais là, oh, incroyable, c'est tellement méta, une One Pieceception. C'est-à-dire qu'on commence à faire des théories One Piece dans One Piece. Et Ivanko, il fait, oh, c'est peut-être une invention de Vegapunk. Et puis Dragon qui fait, mais non, tu sais très bien qu'il fabriquerait jamais quelque chose qui est spécifiquement designé pour tuer des gens. Bon, j'ai envie de dire, excuse-moi frérot, mais les séraphins, c'est quoi? C'est des armes quand même, hein. Il est pas forcément obligé de tuer avec, mais bon, une arme de base, ça sert à tuer, hein. Quand il fait ses méga cyborg Kuma, ils sont pas là pour cueillir des fleurs non plus. Donc c'est très très bizarre ce délire de mais non, c'est pas fait pour tuer des gens. Moyen, on va dire moyen. Surtout quand il voit qu'il entoure son île avec des méga monstres géants et tout, tu te dis ouais, bon bref. Donc il fait une théorie contre théorie, il fait oh, ça se trouve peut-être que c'est une arme antique. Et là ils font oh, mais c'est vrai, Robin m'avait assuré que ça existait. Mais du coup, s'ils ont une arme antique, comment ça se fait qu'ils s'en servent que maintenant? Pourquoi ils ne s'en sont pas servis avant? Question très pertinente de la part de Dragon. Si le gouvernement mondial, au travers de Vegapunk, a réussi à mettre au point un simili arme antique ou réussi à ne serait-ce qu'à faire remarcher une arme antique, pourquoi ils ne s'en sont pas servis avant?
Énorme question. Parce que d'ailleurs, ils le disent, hein, le Gorosei, ils font « Ouais, si jamais on arrive à la faire marcher par nous-mêmes, on pourra mettre fin à la longue guerre. » Donc ils se considèrent encore en guerre, les gars. Il y a une longue guerre qui est en train de se perpétuer depuis des siècles et des siècles dans le monde de One Piece. Alors apparemment, c'est pas juste la marine contre les pirates, ce serait autre chose. Puis même, le Jupiter, là, il dit un truc intéressant, il fait « Si on arrive à le faire marcher de par nous-mêmes. » Donc ça veut dire que Vegapunk, jusqu'à présent, avait donné un outil au gouvernement mondial, ou en tout cas, s'il ne l'a pas donné l'outil, il a trouvé le moyen de le faire marcher. Alors, est-ce que ça a un lien avec la fameuse source d'énergie oubliée que Vegapunk essaie de reconstruire? Peut-être qu'il a trouvé un début et qu'il sait comment actionner ce fameux Mother Flame. Est-ce que le Mother Flame, c'est juste un autre nom pour une arme antique? Ou est-ce que il a réussi à émuler une arme antique et de la faire marcher avec une certaine énergie? Parce qu'il y a forcément une énergie de malade, hein, pour détruire une île en une attaque. Il y a forcément un délire dedans. Donc, comment ça se passe? Et du coup, ils disent, si l'essai est concluant, et on l'a vu qu'il avait été, on va pouvoir se débarrasser enfin de Vegapunk, qui était un peu une épine dans leur pied, parce qu'ils savaient très bien, ils sont pas débiles, que le gars profitait des ressources du gouvernement mondial pour mener ses propres recherches de son côté, et que ses propres recherches le menaient fatalement à étudier ce siècle oublié, et donc peut-être à fouiner là où il ne devrait pas, et trouver quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'il trouve. Mais en même temps, ce quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'il trouve, c'est justement censé, il me semble, parce que Vegapunk, ce qu'il cherche, avant tout, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, c'est cette source d'énergie universelle qu'il cherche. Donc pourquoi ils veulent l'empêcher de la trouver? Et en même temps, ils en auraient a priori besoin pour actionner son arme? En tout cas, sachant que si mon hypothèse de base, c'est ça, si j'ai bien compris le truc. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Donc c'est très bizarre cette histoire. Qu'est-ce que c'est ce Mother Flame? Il va falloir nous l'expliquer. Bon, connaissant Oda, on aura l'explication dans 158 chapitres. Mais on a des débuts de réponses qui sont pas vraiment des réponses, en fait. Comme d'habitude, hein, on a des petits indices. Et pour le coup, c'est plutôt passionnant. Parce que là, on se dit, ok, le gouvernement mondial, qui est un État de plus en plus oppressif, hein, bon, on le savait depuis le début, mais on le voyait pas tellement. Là, maintenant, ils ont de plus en plus de mal à le cacher. C'est vraiment un pouvoir totalitaire, dans tout ce que ça implique. Et là, maintenant, ils ont le moyen, a priori, d'asservir les gens par la terreur. Parce que jusqu'à présent, ils les asservissaient par vous avez besoin de nous pour vous protéger des pirates. Ah, il y a des pirates, ils sont méchants, nous, on vous protège, nous, on est le bien, vous avez besoin de nous. Bon, là, les gens commencent à se rendre compte que finalement, on n'a peut-être pas besoin de vous. Donc, vas-y, gilet jaune, révolutionnaire, tu vois. Et ils se disent, bon, on perd un peu le contrôle, le narratif ne fonctionne plus, bon, on va leur détruire leur race. Bon, Buster Call, ça fait plus trop flipper les gens, on a encore pire. La menace vue du ciel, il y a très certainement un méga vaisseau Maus Costaud qui arrive et qui détruit des îles en mode Independence Day, là. On va leur mettre ça sur la gueule plutôt, et là on va vraiment montrer notre puissance, notre côté divin, et là les gens n'obéiront plus au gouvernement mondial, ils obéiront à Dieu, en fait, directement. Je pense qu'on est dans un délire comme ça, vraiment punition divine. Donc on change le régime dévoile sa face. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que c'est un truc que je défends depuis longtemps. Bon, c'est pas ouf de défendre ça, mais c'est que pour moi, One Piece, depuis le début, ça parle quand même de comment le pouvoir peut exercer son pouvoir. Enfin, ouais, c'est un peu redondant comme phrase, mais t'as compris. Comment le système exerce son pouvoir sur les gens. Et à quel point il est bon de se laisser, d'adhérer à ce système tant qu'on a nos libertés. Sauf que là, les libertés, elles se font de plus en plus bouffer dans l'univers de One Piece. C'est pour ça que Luffy est un pirate. Parce que le pirate, dans One Piece, c'est une figure de contestataire, c'est une figure de liberté. Parce que qu'est-ce qu'il fait Luffy depuis le début? Il défonce la tronche à des tyrans. C'est ça qu'il fait, il libère des îles, il leur dit non mais il va contre le gouvernement mondial, il fait genre non mais... moi, je veux être l'homme le plus libre du monde, votre projet ne m'intéresse pas. Là, en plus, vous êtes des tyrans, vous foutez la merde partout. Non, barrez-vous, c'est bon, maintenant, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand ils n'arrivent plus à mentir, du coup, ils sont obligés ils n'arrivent plus à mentir, du coup, pour se protéger, ils sont obligés d'être dans l'extrême, c'est-à-dire, bon, c'est bon, maintenant, on est vraiment des tyrans. Vas-y, l'île, c'est des révolutionnaires. On bute l'île, là. Quelqu'un veut révolter encore, là? Non, hein? Bon, voilà. On est un peu dans ce délire-là, ça, je trouve ça très intéressant. Bon, après, il va falloir faire le lien avec Luffy. Pour que ça devienne vraiment très intéressant, il faudrait que Luffy soit témoin de ce truc-là. Parce que là, Luffy s'est déclaré, à l'époque des DS Lobby, ennemi du gouvernement mondial.
mais sans forcément prendre conscience de ce qu'il faisait. C'est-à-dire il voulait pas abattre le gouvernement mondial. Il a dit, le gouvernement mondial, c'est mon ennemi, mais, mais je m'en fous, je le calcule pas. Vous mettez pas sur ma route parce que vous respecte pas. C'était un peu ça. Il faudrait qu'il se passe un événement particulier qui fasse que maintenant le gouvernement mondial, c'est mon ennemi mortel, je vais vous abattre. Et le jour où Luffy dit, maintenant mon objectif, non seulement c'est le One Piece, mais aussi de détruire le gouvernement mondial, parce que finalement le gouvernement mondial c'est la dernière étape avant le One Piece, là ça va être dingue. Là ça risque d'être dingue. Parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment Luffy va appréhender ce truc-là. Alors que là ça se fait autour de Luffy. Bon, tu sens bien que Luffy c'est un genre d'élu de la prophétie qui va rétablir l'équilibre dans la force, mais j'aimerais qu'il soit vraiment impliqué. Pas qu'il provoque les événements sans faire exprès, tu vois ce que je veux dire? Parce que jusqu'à présent c'est un petit peu ça. Moi je veux vraiment que Luffy fait, attends, il voit une île se faire détruire, il fait attends, parce que Alabasta va certainement y passer. Hein. Il y a des chances qu'Alabasta y passe. Hein. Moi, quand je vois le délire des trucs, il y a le Im-sama, il fait hey, je veux Vivi. Donc ils vont la chercher. Donc à un moment donné, je vois la scène déjà d'ici. Star Wars épisode 4. Ils vont amener Vivi, tiens, tu vas me dire tout ce que tu sais sur les armes antiques ou je sais pas quoi. Sinon je détruis Alderaan avec l'étoile noire, parce que là c'est ça, hein. Ils ont l'étoile noire en fait. L'Empire a l'étoile noire, il n'y a plus besoin du Sénat, on s'en bat les couilles, on va tout cramer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois une scène comme ça, tu vois, et là quand Luffy il va apprendre qu'Alabasta s'est fait détruire, mais là c'est obligé, il va dire bon le gouvernement mondial c'est fini, on rigole plus là, je viens vous péter la gueule. Je veux voir cette scène, alors je dis pas que ça va être comme ça que ça va se passer, ou que ça va forcément se passer, mais ce que je veux dire, c'est le plus important de ce que je viens de dire, c'est je veux Luffy qui prenne vraiment position une bonne fois pour toutes contre le gouvernement mondial, genre que ça devient son objectif principal. Alors, il y aura toujours la quête du One Piece, attention, roi des pirates, tout ce que tu veux, mais vas-y, le Im-sama là, il a fait ça le Im-sama. Je vais aller le monter en l'air. Je veux voir cette scène là, ça va être incroyable. Oui, bon là je suis parti en sucette là, mais t'as compris ce que je voulais dire. Bon, et finalement dans le chapitre, on se rend compte que les révolutionnaires, ils savent pas grand chose non plus en fait, parce que moi j'étais persuadé que Dragon, en tant que chef des révolutionnaires, avait des infos qu'on n'avait pas. Notamment que le gouvernement mondial n'était pas dirigé vraiment comme on croyait qu'il était dirigé. Bah apparemment, il l'apprend en même temps que Sabo. Quand Sabo, il l'apprend de la bouche de Sabo, en fait. Ça enlève un petit peu de la superbe au personnage, je trouve, parce que jusqu'à présent, pour moi, et je pense pas que je sois le seul, j'étais persuadé que Dragon avait les clés, en fait, de compréhension de tout ce bordel. Qui se révoltait contre le gouvernement mondial, non seulement parce qu'il y avait ce côté dragon céleste, esclave, tout ça, mais qui savait la vérité. Mais là, on sait juste qu'ils savent qu'ils mentent. Mais il ne sait pas c'est quoi la vérité. C'est dommage, moi je pensais qu'il savait un petit peu, en tout cas qu'il avait plus d'infos que nous. Et là, en fait, on se rend compte qu'on avait plus d'infos que lui, en fait. Du coup, à quoi sert ce personnage, en fait? Je dis pas qu'il sert à rien, je dis il va être peut-être temps de nous expliquer quel est son rôle dans cette histoire. Parce que pour l'instant, on ne l'a pas, son rôle. Chef des révolutionnaires, ok, c'est tout. Pourquoi il se révolte? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il sait? Parce qu'apparemment, il sait moins de choses que nous, lecteurs. Alors que jusqu'à présent, l'aura du personnage, je suis désolé, laissait penser qu'il en savait plus que nous. Alors c'était certainement vrai à un certain moment donné dans One Piece, mais là on arrive à un stade où on en sait plus que lui. Donc il va falloir rendre le personnage relevante, comme on dit. Va falloir le rendre pertinent à un moment donné. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai l'impression que maintenant c'est Sabo qui est le chef en fait. C'est Sabo qui sait tout. Sado en sait plus que nous. Mais c'est tout. En fait, tu vois ce que je veux dire? Bon, a priori, il y a toujours Shanks dans son coin qui a l'air de savoir des trucs aussi. Mais il va falloir démêler tout ce bordel. En parlant de Shanks, alors nous avons dans le dernier chapitre, dans la dernière page, l'apparition de Garling Fingerland, chef des Chevaliers Sacrés, et qui aurait eu un rôle important lors de l'incident de God Valley, qui a eu lieu il y a 40 ans. Or, quand j'ai vu sur Instagram et tout, j'ai vu tout le monde faisait des théories, Shanks, fils de Garland, ou je sais pas quoi, je fais de Garling. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai jamais lu dans le manga que Shanks faisait partie de la famille Fairy Garland. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'ai fait mes recherches, et j'ai appris quoi? Oui, c'est un truc qui a été balancé dans le film, c'est sur le wiki One Piece, hein. J'invente rien, hein. La phrase c'est un truc comme ça, vous laissez aller vérifier. Peut-être que je paraphrase, mais c'est ça. Oui, la famille Fingerland était évoquée dans le film non canon One Piece Red. Là, on va avoir un problème. Oda, qu'est-ce que tu fous, là? Qu'est-ce que tu fous, Oda?
Pareil, hein, j'avais dit pourquoi One Piece Red, moi, m'enchantait pas de base, je l'ai pas vu. Hein. J'ai vu aucun film One Piece d'ailleurs. Pourquoi on se souvient de la carotte de One Piece Red, tout le monde s'en souvient, hein, tous les fans de One Piece sont encore traumatisés. Il y en a qui se sont fait des... Bon, je vais pas dire que le film est pas bien, parce que je l'ai pas vu, mais on l'a tous vu, la carotte, on l'a tous vu. C'est-à-dire qu'on utilise, oh, un film centré sur Shanks le Roux, peut-être que Luffy et Shanks ils vont se recroiser. C'était sûr et certain qu'ils n'allaient pas se croiser. Parce que pourquoi moi je défendais l'idée qu'ils n'allaient pas se croiser réellement? Parce qu'en fait, tu peux pas résoudre un des grands trucs, une des grandes promesses du manga dans un film qui de toute façon n'est pas canon ou qui est simplement semi-canon, hein, parce qu'on a vu le personnage d'Uta dans une case, donc du coup a priori, alors dans la vraie continuité One Piece ça s'est pas passé comme ça, mais c'est quand même semi-canon, allez, si tu veux. Et là tu nous balances, tu nous révèles une information a priori capitale sur le personnage de Shanks, tu nous le balances dans un film non canon. C'est scandaleux. Moi, je suis scandalisé. Heureusement, je suis pas un méga fan hardcore de One Piece, que j'aurais été un méga fan hardcore de One Piece, j'aurais été scandalisé. Là, c'est comme si tu me disais, oui, t'apprenais que Trunks c'était le fils de Vegeta, mais tu l'apprends dans un film pas canon, tu vois. Je dis, non mais attends, t'es sérieux frérot, là? Non, en fait. C'est une information capitale quand même. Imagine, tu passes tout l'arc Cell, tu sais pas que Trunks c'est le fils de Vegeta, et puis après t'as le film Broly qui sort à peu près à la même période, et c'est là que t'apprends que Trunks c'est le fils de Vegeta, tu vois. Je dis bah non, en fait ça marche pas comme ça. C'est censé être dans le manga. Ça marche pas comme ça normalement. Donc moi, si c'est vrai, si c'est confirmé ce truc-là, c'est scandaleux. Hein. Alors il y en a qui vont dire ouais tu cherches la petite bête pour rien, non je suis désolé c'est scandaleux, c'est un truc non canon. Normalement le principe des films non canon c'est que t'es pas obligé de les voir pour kiffer le manga, pour avoir toutes les infos qu'il faut pour suivre le manga. Là il y a une info que j'ai pas, alors que ça fait 2-3 ans que je suis One Piece avec assiduité, parce que je n'ai pas été voir le film Red One Piece, parce que je savais très bien qu'il n'était pas canon. Et en fait je me fais avoir. En fait si j'avais vu le film j'aurais pu comprendre la hype en fait. Bah là j'ai pas compris. Ça c'est pas normal, je suis pas d'accord. Là, non. Là, je dis non. Bon, après, l'autre information intéressante, c'est que les dragons célestes ne sont pas au-dessus des lois. Ils ont leurs propres lois. Et là, il y a un dragon céleste qui a la peine capitale. Il se fait exécuter pour traîtrise, plus ou moins. Parce qu'il a aidé les hommes poissons. C'est le gars qui a aidé les hommes poissons, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça devient intéressant. Ça veut dire que, bon, déjà, on le savait, mais qu'il y avait des dragons célestes un petit peu dissidents. Mais ça montre aussi qu'ils sont eux-mêmes soumis à une sorte de pouvoir totalitaire. Alors, pour eux, ils s'en accommodent la plupart parce que bon, ça leur permet de péter dans la soie et faire ce qu'ils veulent. Mais ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement un vent de révolte qui pourrait gronder parmi les dragons célestes eux-mêmes. Bah d'ailleurs, il me semble que c'était... Alors, je me souviens plus, ça date d'il y a longtemps, l'arc Dressrosa, mais il me semble que c'était plus ou moins ça avec la famille de... Comment il s'appelle ? Doflamingo. Ils s'étaient barrés parce qu'ils refusaient le délire. Ils avaient comment dirais-je? Il me semble que c'était ça. Hein. Vous me corrigerez si je dis des bêtises. Ça date d'il y a longtemps. En tout cas, c'était des dragons célestes qui étaient venus sur Terre parce qu'ils ils voulaient plus être dragons célestes. Donc voilà, bref, ils n'avaient pas... je vais pas dire de bêtises, donc je me souviens plus exactement des détails. Mais je vais pas dire de bêtises. Donc ça prouve que peut-être que parmi les dragons célestes, il y a une frange de la population de dragons célestes qui vont peut-être se révolter aussi à leur tour. Parce que si jusque-là, les mecs les plus privilégiés et tout se révoltent aussi, parce qu'ils se disent « Oh non, on est trop oppressés, c'est injuste ce qui se passe », ça veut dire que là, le gouvernement mondial devra être encore plus tyrannique pour réussir à garder le contrôle, en fait. Et là, ça va partir en sucette, à ce moment-là. Donc ça, c'est intéressant. Ça prouve qu'il y a peut-être même dans toutes les cases de la société, il y a les germes de la révolte qui commencent à germer. Et ça peut être intéressant. Oui. Bon, et du coup, si l'autre, c'est vraiment le père, ou en tout cas, si c'est vraiment un aïeul de Shanks, ça veut dire que Shanks est un dragon céleste, donc ça veut dire que Shanks, à un moment donné, bon, ça avait été dit que Shanks, bah encore une fois, ça tu le sais dans le film One Piece Red, que Shanks, a priori, il a été, c'est un rescapé de God Valley ou je sais pas quoi. On le sait que dans le film Red. Pourquoi je suis obligé de voir un film nul? Je sais pas s'il est nul, mais t'as compris. Pourquoi je suis obligé de voir un film pas canon pour avoir cette information? Bon, enfin bref, encore une fois, c'est scandaleux. Donc à quel point il est relié à ça, ça expliquerait pourquoi Shanks à un moment donné il a réussi à avoir audience auprès de je sais pas qui pendant la rêverie, si je dis pas de bêtises. Donc tout ça c'est intéressant. Le personnage de Shanks est auréolé de mystère encore un peu plus.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est un agent infiltré? Est-ce que c'est juste un ancien dragon céleste qui se révolte aussi à son tour? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'il sait exactement, ce mec-là? Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le chapitre de cette semaine. Beaucoup de choses très intéressantes qui sont évoquées. On a enfin des débuts de réponse à des choses. Bon, je ne vais pas partir dans des méga théories. Hein. Bon, j'ai fait des petites hypothèses vite fait, mais c'est plus sur la tournure de l'histoire que sur réellement ce qui va se passer, sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant de raconter. En tout cas, là oui, là tout le monde se hype sur un truc comme ça. Je dis d'accord, là je comprends. Là je comprends. Hein, le problème que j'ai, enfin le problème, c'est mon avis personnel, c'est que je trouve que les fans de One Piece ont tendance à se sur-hyper pour rien tout le temps, et du coup leur hype en fait, c'est pas un clash, c'est juste que j'essaie d'expliquer mon point de vue. Si vous êtes hypé tout le temps, votre hype n'a plus de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Tous les chapitres peuvent pas être hype à 100%. Si tu es à 100% tout le temps, au bout d'un moment, ça n'a plus de valeur en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y en a qui commencent à dire ouais, surcoté, surcoté. C'est pas une question de surcoté, c'est que vous êtes tellement à fond tout le temps, dès qu'il y a un personnage qui fait prout, faites oh, meilleur chapitre de l'histoire! Toutes les semaines, meilleur chapitre de l'histoire. Ce n'est pas possible. C'est pas vrai en plus, et c'est pas possible. Donc là, il se passe des trucs. Là, il y a des révélations. Là, oui, d'accord. Là, il y a la hype, je comprends. La hype, il y a 5 chapitres de ça. Bon, je dis un chiffre au hasard, alors que finalement, on voyait rien. Faut pas abuser, quoi. Si, la dernière fois qu'il y a vu la méga hype, oh, meilleur chapitre du monde! Oh là là, masterclass! On avait juste Im-sama qui s'assoit sur un trône et qui fait Lily. Et tout le monde était comme des fous. Hey, calmez-vous, tu vois. Enfin bref, je suis encore parti en sucette. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Pouce bleu, commentaire. J'imagine que tu vas avoir des trucs à dire en commentaire en plus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion vous guide. Oui.